Bonjour et bienvenue dans ce numéro 34 de ma revue d'activité parlementaire en mode député. Au cours des dernières semaines à l'Assemblée nationale, il y a eu plusieurs textes étudiés en séance et en commission, dont en séance le projet de loi Santé 2022 qui portait sur plusieurs petites mesures dans le domaine de la santé. Ce projet de loi a été préparé et porté pendant plusieurs jours à l'Assemblée nationale par notre collègue Caroline Fiat, qui est ancienne aide-soignante, qui est désormais députée de Moselle et qui est intervenue à plusieurs reprises pour interpeller la ministre sur le manque d'ambition de ce plan santé qui ne répond absolument pas à la situation extrêmement difficile, extrêmement grave des hôpitaux et des soignants de l'ensemble du personnel hospitalier dont plusieurs sont mobilisés notamment dans le secteur de la santé mentale depuis plusieurs mois pour avoir plus de moyens, plus de considération, pour que l'État investisse véritablement dans ce service public essentiel, alors que aujourd'hui ça fait un certain nombre d'années qu'il y a moins de moyens dans l'hôpital public et que ce gouvernement a décidé de s'engager dans la même pente par logique purement budgétaire. Madame la ministre, Madame la présidente de la commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, il y a 1 an et demi, au début de cette législature, je vous interpellais sur notre système de santé en déliquescence et sur les conditions de travail dans nos établissements de santé et médico-sociaux. Je vous décrivais alors les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson que doivent normalement assurer les soignants, mais qu'ils compromettent par faute de temps et de moyens. Mon intention première était de reprendre ces 14 besoins et de faire le point, 20 mois après ma prise de parole. Malgré 2 projets de loi de financement de la sécurité sociale, aucune amélioration, voire pire, car la situation s'est encore aggravée. En 2018, 4 milliards d'euros d'économies étaient réalisés. Vous prévoyez pratiquement autant d'économies pour 2019. Notre système de santé a longtemps été l'un des plus performants de l'ensemble des pays développés. Il était cité de par le monde comme un modèle de référence, construit à une époque où pourtant le pays était affaibli. Il subit désormais 30 ans de politique de libéralisation qui ne cesse de le détruire. Dans ce contexte, que pouvions-nous espérer d'un projet de loi de santé ? Pour répondre à cette interrogation, permettez-moi de vous proposer 14 besoins que nous pourrions appeler besoins politiques pour qu'enfin notre pays ait de nouveau une véritable politique de santé et d'en faire un parallèle avec votre projet de loi. Alors, outre les débats en séance et en commission, à l'Assemblée nationale, au cours des dernières semaines, nous avons aussi eu l'occasion d'organiser des rencontres. Je voulais vous parler en particulier du colloque organisé par notre groupe à l'Assemblée nationale le 15 mars dernier sur la lutte pour l'égalité et contre le racisme et les discriminations. C'est un colloque qui a été organisé dans la perspective et dans la préparation du 21 mars, qui est la journée internationale de lutte pour l'élimination de la discrimination raciale, journée de organisée par l'Organisation des Nations Unies. Et donc, à l'occasion de cette journée, une semaine avant, nous avons décidé de réunir à l'Assemblée nationale des chercheurs, des syndicalistes, des activistes impliqués sur ces questions pour beaucoup depuis de nombreuses années pour faire ensemble le constat de la situation des discriminations qui sont aujourd'hui systémiques à tous les niveaux, quotidiennes pour des millions de nos concitoyens et concitoyennes, de millions de citoyens et citoyennes, pour développer, élaborer ensemble aussi des pistes de solutions, de politiques publiques à mettre en œuvre. Ça a été une journée très riche avec des interventions de très haut niveau que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur le site. Et je vous invite vraiment. Alors, ce sont on a organisé ça en 3 tables rondes différentes avec plusieurs intervenants et intervenantes que je remercie à nouveau
pour avoir accepté notre invitation. Donc, je vous invite à aller regarder ces vidéos et ces tables rondes qui sont assez instructives. Même moi, militante sur ces questions depuis de nombreuses années, j'ai vraiment appris et affiné un certain nombre d'analyses. Et bien sûr, nous allons continuer à faire ce travail-là à l'Assemblée nationale avec donc toute l'équipe qui travaille notamment à la commission des lois, puisque c'est le secteur à travers lesquels on intervient sur ces questions-là. La commission des lois qui porte sur les questions de droit, de liberté, d'égalité, de justice. Et dans ce cadre, avec mon collègue Hugo Bernalicis, qui est député de Lille, nous prévoyons de continuer à organiser des auditions et préparer un certain nombre de propositions de loi qui portent sur ces questions d'égalité et de lutte contre le racisme. Donc nous aurons, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, l'occasion de revenir sur ce sujet. En attendant, je vous invite à aller regarder ces vidéos très riches et puis à aller plus loin si vous le souhaitez avec l'ensemble des références que nous donnons, notamment des textes, des écrits, des travaux des personnes que nous avons invitées à l'occasion de cette journée. À l'Assemblée nationale, toujours, j'ai eu l'occasion de recevoir, au nom du groupe de la France Insoumise, le député mauritanien Biram Da Abeid. Je vous en avais déjà parlé au cours de cette revue d'activité, puisque c'est un militant contre l'esclavage qui est devenu député l'année dernière, malgré le fait qu'il ait été mis en prison par le pouvoir mauritanien. Il a été néanmoins élu et au bout de quelques mois, grâce notamment à la mobilisation d'une campagne internationale à laquelle le groupe de la France Insoumise a participé, avec notamment Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain et moi-même, qui avons publiquement appelé à la libération de Biram. Il a enfin été libéré et il était de passage à Paris. Nous l'avons rencontré avec Jean-Luc Mélenchon et je l'ai reçu à l'Assemblée nationale, non seulement pour le remercier de sa lutte et de sa détermination, parce que c'est quelqu'un de vraiment impressionnant qui garde une boussole claire sur ses principes et ses combats, et puis pour échanger aussi avec lui sur la situation en Mauritanie et sur la collaboration que nous souhaitons continuer avec lui, son mouvement et les combats en faveur des droits humains, en faveur de la démocratie et d'un développement de son pays qui soit à la fois harmonieux en termes écologiques et puis socialement juste et équitable pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble des populations qui vivent en Mauritanie. Et donc ça a été avec lui et son équipe là aussi une rencontre très fructueuse, très enrichissante, et je vous reparlerai sur ce sujet-là des prochaines campagnes auxquelles nous participerons et des prochains échanges que nous aurons avec Biram Da Abeid et son mouvement, puisque nous allons construire là une collaboration qui, je pense, sera extrêmement riche et mutuellement pour nos deux mouvements. Et aussi, comme c'est le cas avec d'autres mouvements et d'autres personnalités sur le continent africain, je pense permettra de donner aussi notre image d'une force politique française qui souhaite entretenir d'autres rapports avec les pays africains que ce qui est aujourd'hui, malheureusement, et depuis de très nombreuses années, le cas. Dernier sujet international, il est beaucoup question d'international dans cette revue, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, un des aspects du travail parlementaire. Je voulais vous parler de la mission d'information
que nous avons obtenu, la France insoumise, sur la question de la place du développement durable dans les accords de libre-échange de l'Union européenne. Comme je vous ai dit, je suis membre de la Commission des affaires européennes et le groupe de la France insoumise a interpellé un certain nombre de commissions lors des débats autour de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, parce que, comme beaucoup d'ailleurs de citoyens, d'organisations, d'associations, nous sommes non seulement contre ces accords parce qu'ils favorisent la compétition et des échanges qui ont un impact négatif, notamment sur la question des gaz à effet de serre, la question de la transition écologique, mais aussi parce qu'ils sont par nature aujourd'hui antidémocratiques. Ils ne sont pas discutés de manière transparente entre les différents protagonistes, entre l'Union européenne et les pays avec qui ces accords sont conclus. Et puis surtout les députés, les parlementaires, les citoyens n'ont pas accès aux éléments de ces négociations. Donc nous avons fait campagne et nous avons soutenu la campagne de l'association ATTAC sur la question du CETA. Et les interpellations, et nous avons relayé toutes les interpellations sur la question de ces accords de libre-échange. Et nous avions demandé, donc à cette occasion, que nous débattions à l'Assemblée nationale de la question de ces accords. Il se trouve que la Commission des affaires européennes a accepté en fait qu'on puisse faire ce débat et nous a proposé donc de faire une mission d'information sur ce sujet-là. Nous avions choisi l'angle du développement durable et nous avons commencé ce travail-là avec un co-rapporteur de La République En Marche sur l'étude de l'impact ou pas réel contrasté, mitigé ou important de la question du développement durable dans ces accords de libre-échange. Nous avons été à cette occasion au Brésil, qui est donc la puissance régionale d'Amérique du Sud, qui est aujourd'hui en discussion au sein du Mercosur, au sein de l'alliance de plusieurs pays d'Amérique du Sud, avec l'Union européenne, pour conclure un accord. Donc l'accord est en discussion depuis plusieurs années et devrait arriver à conclusion dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce que souhaitent les différents protagonistes. Et donc nous nous sommes rendus au Brésil pour interroger à la fois les responsables politiques, des ministres du gouvernement et aussi des responsables associatifs qui interpellent souvent les institutions internationales parce que un bon nombre de ces accords se font au détriment, encore une fois, à la fois de la protection de l'environnement, mais aussi des droits sociaux, des droits des populations. Et voilà, donc ça a été un voyage très riche, qui a été aussi l'occasion, bien sûr, de rencontrer des militants associatif et politique brésilien au moment où le nouveau gouvernement Bolsonaro, le président Bolsonaro, a élu en décembre dernier et qui a commencé son mandat en janvier, a des propos très dur et très violent contre les mouvements sociaux. Et donc, voilà, c'est aussi dans ce contexte-là que nous avons fait cette mission, dont je vous reparlerai, puisque on a encore des auditions à faire à Paris, et pour conclure et écrire le dit rapport. Ce sera aussi un élément important des débats à venir, puisque un grand nombre de nouveaux accords sont prévus et je pense que ce que nous avons déjà commencé à discuter avec tous les différents acteurs associatifs, politiques sur le sujet montre malheureusement que la question de la transition écologique n'est absolument pas comme elle devrait l'être au centre de... Alors en circonscription, au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup de mobilisations. Je vous en avais déjà parlé de ces mobilisations dans les écoles où les élèves, les parents, les enseignants, l'ensemble du personnel éducatif se mobilisent depuis plusieurs semaines contre les fermetures de classes
Et on a eu à nouveau au niveau primaire, au niveau secondaire, dans des collèges, dans des lycées, des mobilisations de ce type. Dernièrement, c'était le lycée Michelet dans le 19e. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est une grève le 28 mars qui s'est traduit 2 jours plus tard par une manifestation le 30 mars, manifestation très importante qui montre la détermination donc à Paris mais aussi ailleurs, puisque la grève du 28 était nationale, de se mobiliser contre la loi Blanquer. Donc cette loi, je vous en avais déjà parlé, elle est passée en première lecture à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, et elle va repasser en fait à l'Assemblée nationale en deuxième lecture certainement au début du mois de mai. Et c'est pour ça que cette mobilisation du monde éducatif et des parents est très importante, parce qu'elle peut permettre de faire reculer le gouvernement sur cette loi, sur ce projet de loi qui est une vision comptable, boutiquière, gestionnaire de l'éducation nationale, et qui va renforcer en fait des inégalités, une école à 2 vitesses. Avec notamment un élément qui est beaucoup revenu dans les interventions des enseignants en particulier, avec un renforcement en fait du contrôle de l'exécutif, du contrôle du ministère sur les enseignants, et même des formes de censure qui s'exercent, et des formes de rétorsion qui s'exercent contre la liberté d'expression des enseignants et des enseignantes, et leur liberté pédagogique notamment. Donc cette mobilisation est très importante, parce qu'en plus elle annonce peut-être un printemps social, un printemps populaire qui, avec la mobilisation des Gilets jaunes, avec cette mobilisation des enseignants et enseignantes, avec peut-être une mobilisation à construire sur la question des retraites, permettrait de créer un rapport de force social, populaire, qui fasse reculer le gouvernement sur les contre-réformes qui sont en cours, en débat à l'Assemblée nationale, et puis surtout sur celles qui arrivent, parce que, on le sait, aujourd'hui, en tout cas une majorité de personnes en sont convaincues, le soi-disant grand débat ne donnera rien, absolument rien, en termes de revendications portées par le mouvement, comme le rétablissement de l'ISF ou le référendum d'initiative citoyenne. Le gouvernement a essayé de gagner du temps sur cette question-là, et ce qui se prépare par contre, c'est la continuité de cette politique extrêmement dommageable. Et donc voilà pourquoi c'est important, ce mouvement significatif dans la circonscription, à la fois le 18e et le 19e, par la mobilisation des parents, par la mobilisation des élèves et des professeurs. Et donc c'est une lutte bien sûr que l'on soutient, qu'on va continuer à relayer à l'Assemblée nationale dans les débats sur la loi dite école de la confiance, mais qui est considérée par l'ensemble du monde éducatif comme une école de la défiance, et une école qui va à l'encontre des valeurs de la République. Donc nous en reparlerons certainement encore dans les prochaines semaines. Mais renseignez-vous auprès des écoles de votre quartier. Il y a besoin d'un soutien très important pour les professeurs, surtout ceux qui sont aujourd'hui soumis à la pression de leur hiérarchie. Et puis, soyons le plus nombreux et nombreuses possible dans la rue, dans les mobilisations, aux côtés de tous les fonctionnaires, les salariés qui sont aujourd'hui en lutte. Voilà, ce sera tout pour ce nouveau numéro de revue d'activité parlementaire. On n'a pas parlé de tout malheureusement, mais vous pourrez trouver plus de détails de l'ensemble de ces sujets-là en suivant les liens qui sont en dessous de cette vidéo. Et puis je vous renvoie aux comptes rendus qui sont faits quotidiennement sur les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter, sur mon compte Facebook, de l'ensemble des dossiers qu'on suit, des mobilisations qu'on soutient.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à la diffuser largement sur vos réseaux. Je vous souhaite une bonne semaine, début ou fin de semaine, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Plein de mobilisation. Allez voir Je veux du soleil de l'ami François Ruffin et l'ami Gilles Perret, parce que c'est un très chouette film qui participe à écrire aussi l'histoire de ce moment social et populaire important que nous vivons. Et puis c'est un très bon moment passé au cinéma. Et à bientôt donc pour un prochain numéro de revue d'activité parlementaire en mode député. On part avec ce véhicule alors. Ouais. À ta demande et suite à tes inquiétudes, les plaquettes de frein ont été refaites hier, le liquide de refroidissement, enfin j'en ai pour 350 € chez Norauto. Donc normalement on peut rouler. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Les porte-voix d'une foule haineuse Là, on apprend à se connaître et ça fait du bien à tout le monde. s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. Là, tu vois, par exemple, c'est parce que j'ai eu ma pizza gratuite, sinon ça faisait 3 jours que j'avais pas mangé. Aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. Qu'est-ce qui vous fait vous livrer à la délinquance comme ça alors? Délinquance, non, c'est pas une délinquance, c'est une reprise du pouvoir. Si j'étais monsieur Macron, qu'est-ce que vous me diriez? Voilà, beaucoup de choses. Bonjour monsieur. Vous connaissez M. Macron, je vous en prie. Moi, ce qui me surprend, M. Macron, vous voyez, c'est drôle de dire ça, c'est que vous êtes né dans un autre monde et vous ne comprenez pas le peuple. Après l'intervention de Macron, j'ai pleuré. Et quand je pleure, ben, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je veux plus. Je sais qu'il y a une chance, il y a une petite porte qui s'ouvre, il y a une petite lumière, elle est pas grande, hein. Mais j'y vais, je fonce. Je veux l'ouvrir la porte. Elle est jaune fluo la porte. C'est du soleil que je vois derrière, c'est pas la tempête. Je vois le soleil derrière, ouais.